Voilà, si j'ai pu un peu faire l'introduction, si Parfait. ça te convient. Hakim Soufi, un passionné des nouvelles technologies, il est dans l'assurance et pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, il produit des podcasts tout le temps pour nous parler d'IT à outrance. Hakim Soufi. Écoute, d'abord, toutes mes félicitations. Merci. Merci de nous faire retrouver en famille et puis surtout avec toi parce que ça faisait quand même assez longtemps. En tout cas, je suis ravi d'être ici en compagnie de ces messieurs parce que on doit parler de la fintech qui englobe donc les néobanques et les insurtech. Alors, tu as posé une question, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on parle de ça ici en Algérie? Moi, ce que je ressens, c'est une immense frustration. Mais vraiment, une immense frustration. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 ans déjà, beaucoup de monde, pas que moi, mais beaucoup de monde avait dit et dit à juste titre que les compagnies d'assurance et les banques traditionnelles, telles qu'on les connaît d'habitude, ont déjà un pied dans la tombe. Alors aujourd'hui, on a quoi? Aujourd'hui, on a Tesla qui ouvre sa compagnie d'assurance, on a Google qui se lance, on a Amazon Web Services qui veut y aller aussi. On a, bon bref, on parle des GAFAM, on les appelle les FAMA, juste pour info actuellement, c'est Facebook, Apple, Amazon, Microsoft et Alphabet qui remplacent Google. Et on a les BATX. Et bientôt une nouvelle lettre, forcément. Oui, forcément, évidemment. On espère. Et on a les BATX qui sont le côté asiatique, qui nous ressemble plus dans le système en lui-même, comment ça se présente. Mais bref, on a ces gens-là qui ont une dimension maintenant mondiale. On parlait tout à l'heure de paiements supranationaux. Il faut comprendre que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une rupture technologique majeure et on est spectateur d'un monde qui s'écroule et d'un autre qui se construit sur ses cendres. Donc maintenant, pourquoi je vous dis à tous aussi une frustration immense, parce que on est en train de les voir ici, on a des gens ici qui sont capables de faire de grandes choses. On a actuellement en Algérie, il faut le savoir, on va dire 5-10 sociétés qui font dans ce qu'on pourrait appeler de la fintech, c'est-à-dire qui sont éditeurs de logiciels et qui fonctionnent. Sauf que nous n'avons pas aujourd'hui de néobanque à proprement parler ou d'insurtech. On peut parler de Banksy, de Natixis, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais ils ont fait l'effort et il faut leur rendre hommage. Et on n'a pas d'insurtech dans ce pays, alors que c'est parfaitement possible. Alors pourquoi une grande frustration? Parce qu'il nous manque une chose, tout est entre les mains du législateur. Aujourd'hui, pour monter une compagnie d'assurance, pour avoir une licence, il faut 2 milliards de dinars de capital pour la partie dommage et 1 milliard de dinars pour la partie vie. Sauf qu'aujourd'hui, moi-même j'ai envoyé des courriers et des correspondances, on en a souvent parlé, et aujourd'hui on est là on a un devoir de vérité et on se parle, on n'est pas là pour critiquer ni le gouvernement ni les lois, mais pour dire qu'actuellement les lois ne répondent pas aux préoccupations du moment et de notre époque. Et c'est là toute l'importance de ton salon et du fait de nous retrouver ici, c'est aussi un lien entre nous et le gouvernement, entre nous et le législateur, parce qu'ils ont besoin de comprendre et on a besoin de savoir. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que comment voulez-vous lancer le paiement sur Internet? Comment voulez-vous augmenter le réflexe d'utilisation de la carte bancaire? Comment voulez-vous lutter contre l'informel? Comment voulez-vous garantir la transparence et garantir la traçabilité si vous n'avez pas au moins la moitié de la population active en âge d'utiliser ce type d'outils ou qui ont un compte en banque sur lequel... Comment voulez-vous qu'ils les utilisent s'ils n'ont pas d'incentive, s'ils n'ont pas quelque chose qui les incite? Aujourd'hui, il faut que la personne aille en agence, que ce soit en banque ou en assurance. Avec l'histoire du Covid, ça a été un véritable cauchemar, que ce soit pour les assureurs ou pour les institutions ou pour les individus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit que tout passe par le mobile et on a les moyens de le faire, même avec les difficultés qu'on trouve sur Internet. Bref, c'est un autre débat, mais quand même, on peut y arriver. On est en train de mettre en place des ERP, on est en train de mettre des CRM, etc. Mais comment voulez-vous avoir un panel de clients aussi large, de 1, 2, 3, 4, 5, 10 millions de clients, et donc faire monter en puissance ce type de service, si vous ne leur offrez pas la possibilité aujourd'hui d'aller sur le marché parce qu'il vous faut une licence. Aujourd'hui, on va être clair, aujourd'hui, 3 milliards de dinars, ce n'est pas possible.
que ce soit pour l'homme le plus riche d'Algérie ou du monde ou d'Afrique, ça, c'est pas possible. Par contre, rien n'empêche de grosses sociétés technologiques de venir s'implanter ou même éviter de s'implanter, puisqu'aujourd'hui, on a des paiements internationaux qui se font. On a Stripe, on a Adi. Je suis venu pour vous donner, pardon, j'en perds mes lunettes, mais pour vous donner aussi quelques données. Alors, il y a une étude qui a été menée par Juniper Research, qui est un cabinet d'études britannique, et qui vous dit a révélé que la valeur totale des primes générées par les insurtech dans le monde dépassera 556 milliards de dollars en 2025. En 2025, dans 4 ans. On vous dit qu'aujourd'hui, on est à 250 milliards en 2020, avec une croissance donc de 123%. Le trimestre dernier, en seulement une semaine, Interswitch, OPay et PalmPay, 3 fintechs basés au Nigeria, ont levé 360 millions de dollars. D'accord? Juste pour info, alors la surtech britannique la semaine dernière, Zego, on ne connaît pas, hein, il lève 150 millions de dollars. La néobanque canadienne, le Barah, hier, Koho, vient de lever 70 millions de dollars pour 350 000 utilisateurs et 150 salariés. On parlait des levées de fonds, etc. Moi, ce qui me dérange sur la Finaleb, je vous rends hommage, vraiment, il n'y a pas de critique en particulier. Mais aujourd'hui, vous intervenez à hauteur de combien sur le capital des sociétés? Vous ne pouvez pas dépasser combien? D'accord. Le micro. Est-ce que vous êtes... le micro. Sur fonds propres, on peut aller à beaucoup plus. D'accord. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à 3 milliards de dinars pour financer le capital social d'une société d'assurance? Non, mais à 3 milliards, on peut balancer des chiffres comme ça. Mais non, c'est pas des chiffres comme ça. C'est de la réglementation. C'est beaucoup. C'est beaucoup, on est d'accord. C'est beaucoup d'argent. 3 milliards, c'est pas un petit chiffre. Je vous explique. Pourquoi je vous pose cette question? Et c'est pour que ça soit interactif et dynamique. Hein. N'y voyez aucune mauvaise intention. C'est un marché de 129 milliards de dollars en 2022. Ça, c'est pour les levées de fonds. Les revenus bancaires en Afrique ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 11%. On a McKinsey qui nous dit que la banque de détail devrait représenter 53 milliards de dollars. Je pose le décor, Barka. Et aujourd'hui, vous avez une insurtech en Inde qui fait 100% de croissance chaque année depuis 2008, qui s'appelle Policy Bazaar. Je ne vous demande pas de me croire, hein. Je vous demande de vérifier. Et selon le classement de trading platform, le chinois Ping An, alors lui c'est bon, ça c'est vraiment ma passion avec lui, c'est à peu près 184 milliards de dollars en 2020 et elle est en tête du classement des meilleures compagnies vie et santé. Les startups africaines, les fintech, concentrent 25% des fonds levés en capital investissement. Maintenant que j'ai fini sur ces chiffres-là, moi je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, ces investissements qu'on est en train de voir, non, parce que ça rentre, c'est très important. Ça rentre dans une politique qui, et c'est un message que je veux faire passer aussi. Aujourd'hui, l'Algérie est en train de passer à côté de ses levées de fonds. Ça, c'est un. 2, tout est entre les mains du législateur. C'est-à-dire aujourd'hui, il débloque la situation au niveau du capital social, c'est les barrières réglementaires à l'entrée, et ensuite le marché fera son nettoyage, comme ça s'est passé en 1995 lorsqu'on a ouvert les compagnies d'assurance au secteur privé. Il y en a eu qui ont réussi, il y en a eu d'autres qui n'ont pas réussi. Je ne vous dis pas qu'on a réussi, je vous dis juste qu'on a fait l'effort. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez des centaines de milliers de personnes ici qui veulent monter leur société, qui veulent aller sur le net. Il y a vous-même qui êtes en train de faire, c'est fantastique l'histoire du géomonétique, parce qu'il y avait 7 étapes avant d'être certifié. Et là, aujourd'hui, vous rendez ça le plus... Inch'Allah, à quelle date? C'est-à-dire cette année? Donc on y est. Parce que moi, par exemple, on veut monter sincèrement, on parlait de déclaration, moi je vous annonce qu'on va essayer de monter, on va tenter de le faire, on en a déjà parlé, une insurtech pour 5 produits ici en Algérie. Et je me suis retrouvé au niveau de la Poste, ils m'ont demandé les statuts originaux. Les statuts originaux. Malige, c'est de la bureaucratie, on a l'habitude et on lutte contre ça. Et d'ailleurs, la politique du gouvernement est faite pour lutter contre la bureaucratie. Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que, il faut débloquer. Vous avez besoin de 20 milliards de dinars pour monter une banque en Algérie. Ce n'est pas possible. C'est juste contre-productif. Ce que je demande aujourd'hui,
c'est que, et je l'ai écrit, c'est pour ça que je vous le dis, je l'ai écrit, il faut pouvoir, dans le cadre du dispositif d'appui aux startups, pour aider tous ces jeunes, à la limite, on est encore jeunes, mais il y a ces gens-là qui sont là et qui sont capables de ramener des fonds et de lever des fonds. La Banque mondiale est intéressée par ce pays. La Société financière internationale est intéressée par ce pays. Il y a des VC qui sont là. La Finalep est là depuis longtemps. Il y a beaucoup de potentiel dans ce pays. Mais il y a un problème, c'est que les lois ne correspondent plus aux préoccupations et aux exigences du moment. Donc si vous faites baisser, par exemple, à 10 millions de dinars pour les startups, 10 millions de dinars, c'est quand même beaucoup quand même pour une start-up qui débute. Si vous faites baisser ce type de capital, du montant de capital social, vous allez avoir des créations d'emplois, vous allez avoir des créations de sociétés, vous allez avoir des créations d'emplois. Aujourd'hui, on parle par start-up qui lève des fonds à 70 millions de dollars, c'est 350 000 personnes qui sont aujourd'hui dans ce type de société-là. L'Afrique, c'est le Niger, c'est le Rwanda, c'est le Sénégal. Ce sont des gens au niveau administratif qui nous ressemblaient. On a le Bénin, on a à mettre en place le e-gouvernement, on a la bourse, aujourd'hui il est là. Aujourd'hui on peut parfaitement faire des levées de fonds et faire rentrer, Inch'Allah, il va y avoir des indices technologiques. Moi personnellement, je vous le dis aujourd'hui, si on arrive à mettre en place l'InsurTech, je souhaiterais être la première valeur technologique comme un fameux Nasdaq algérien. Ça commence petit, ça va très vite. C'est ça qui fait la magie de la bourse. Donc aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est véritablement un appel. Grande frustration, beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme. Hakim Soufi m'a demandé avant de venir, est-ce que je peux faire le show et casser la baraque? J'ai dit, oui, yallah, chiche. Et il le fait. Alors, Yazid Velmohoub, c'est dur d'intervenir après un tel plaidoyer. Absolument, mais bon, il m'a réservé un peu, il était indulgent avec nous. D'abord, je tiens à te remercier pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici parmi vous, cette brochette d'experts, et aussi une assistance très, très motivée. Pour parler de la FinTech en général, il est clair qu'il faut situer les choses dans leur contexte. C'est bien ce que dit Hakim à l'instant, mais dans des environnements comme les Européens, les Anglo-Saxons ou autres, les choses paraissent plus faciles à faire, n'est-ce pas ? Nous, il ne faut pas oublier, nous avons un marché informel qui est toujours pesant, il y a le cash qui est toujours présent chez nous. Donc je considère que la FinTech, dans toute sa définition la plus large, je considère que c'est l'un des moyens d'abord d'atteindre les buts de l'inclusion financière, qui est très nécessaire, c'est-à-dire que tout Algérien devrait pouvoir avoir accès à des services financiers là où il est, que ce soit en nord au sud, à l'est ou à l'ouest. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est qu'il y a en fait un écosystème qui est en train de se créer, des start-upers très, très motivés, des solutions parfois très innovantes, et je les félicite. J'ai participé à pas mal de jurys d'ailleurs. On voit que des choses avancent très, très, très bien. Il est vrai que la réglementation ou la législation en général va plus, on va dire, plus lentement que les idées, ça c'est connu. Mais je pense que les choses sont en train de s'améliorer vraiment dans la bonne direction. Nous-mêmes, on est intéressés par cela. Ce que vient de dire Hakim, c'est nous travaillons sur un marché, sur la création d'un marché dédié aux startups, en fait. Il a fait l'annonce, il est prêt de venir chez vous à condition que les conditions il est le bienvenu. Alors, pour lui, on fera l'exception, on ne va pas attendre le marché. Donc, on va lui fournir le tapis vert. C'est que nous avons, déjà la bourse est dédiée aux grandes entreprises, c'est quelque chose qui est tout à fait valable. Depuis 2012, les PME aussi peuvent venir. Nous avons aujourd'hui des PME, peut-être on va dire certaines qui étaient des startups qui aujourd'hui ont un statut différent, il faut le dire, en Algérie, qui peuvent véritablement venir en bourse faire des levées de fonds. Ça aussi, je pense que c'est une certitude, je ne le pense pas, c'est une certitude. Le rôle que doivent jouer les fonds d'investissement en tant que véhicule vers le marché boursier est aussi un élément. Mais pour ce qui nous concerne, par exemple pour la bourse, nous avons effectivement des entreprises qui ont un besoin de financement, donc elles doivent chercher les financements là où ils se trouvent. Aujourd'hui, on est bien obligé de changer le modèle de financement qui est essentiellement basé sur le crédit bancaire, donc il faut qu'on change cela parce que d'abord la chute des prix du pétrole, puis la pandémie donc, ont un peu aggravé la situation. La liquidité bancaire est aujourd'hui en dessous pratiquement des 600 milliards de dinars, alors
En 2014, on était à plus de 2700 milliards de dinars. Donc vous imaginez le gap qui est très important. Donc aujourd'hui, nous avons des entreprises qui ont des besoins de financement, qui ont été impactées considérablement par la crise financière, mais aussi par la crise, par la pandémie. Et nous avons de l'autre côté un marché, c'est aussi ce qu'on appelle des investisseurs, donc des personnes ou des entreprises, des institutionnels, qui ont la capacité en fait de financer. Alors, le contexte actuel, tel qu'il est, l'architecture en fait du système, ne permet pas en fait d'atteindre les objectifs qu'on voudrait atteindre. Pourquoi? Parce que pour investir, donc il faut aller se déplacer chez une banque et puis faire un ordre d'achat ou de vente d'actions qu'on doit transmettre par papier. Donc tout ça, il faut qu'on dépasse tout ça. On est sur cet aspect aussi, sur la mise en place très prochainement d'un système d'information et de cotation électronique. Donc on sera au même standard que les autres bourses au niveau international. Et je pense que pour ce qui est, avant la mise en place du marché de la start-up, il faudrait préparer aussi le terrain, notamment pour ce qui est des levées de fonds, peut-être à des niveaux moins importants, notamment pour ceux qui commencent. Je parle du crowdfunding. Les textes aussi ont été faits, finalisés. On attend donc leur promulgation. Il y a beaucoup de plateformes aussi aujourd'hui qui ont été créées par des jeunes, donc qui n'attendent qu'à être lancées. Donc c'est ça en fait, la FinTech, peut-être véritablement cette clé de voûte qui va transformer complètement le visage du secteur financier algérien. Et bien sûr aujourd'hui, en parlant de technologie, moi je considère qu'il n'y a plus de frontières. Une start-up algérienne peut très facilement après aller sur des marchés à l'international, que ce soit en Afrique, en Europe ou carrément en Amérique. Très bien. Alors on a axé plutôt sur le côté législatif. Nabas Hosni, il y a un détail à rajouter avant de parler un peu du technique un peu dans cette FinTech. Oui. Justement, je voulais en fait pour ma part terminer sur un petit point parce que quand on sort dehors pour voir les stands, en fait c'est le besoin des exposants, c'est pas vraiment des chiffres qui iraient chercher en fait cette envergure qui existe d'ailleurs à l'international. Dehors, il y a de jeunes porteurs d'idées, en gros, ils sont majoritaires. Le besoin, c'est vraiment le besoin de la petite entreprise, donc sur laquelle nous, en tant que fonds d'investissement, on est engagé. Je souligne cette idée juste que le besoin exprimé par monsieur tout à l'heure, il existe. Et je suis entièrement d'accord que l'encadrement légal devrait favoriser ces levées de fonds, cette attractivité financière. Mais en parallèle, et c'est en fait le besoin de la journée, c'est la petite entreprise qui a besoin d'être créée, la petite entreprise qui a besoin de développer ses moyens de production de manière générale. Et sur ce plan, les fonds d'investissement, de manière générale, dans leur version actuelle, peuvent apporter une réponse. Comme ils peuvent apporter des réponses, ils ont le potentiel pour le faire, pour apporter des réponses encore plus conséquentes pour des entreprises encore plus importantes. Je me suis mal exprimé. Vous êtes en train de me parler des PME, PMI, TPE, toutes petites entreprises. Vous avez raison, c'est pour les démultiplier, pour les aider, pour les soutenir. Non, moi, c'est autre chose. Moi, je vous dis que si vous voulez augmenter la traçabilité, la transparence, si vous voulez augmenter la bancarisation, donc la lutte contre le marché informel, et si vous voulez augmenter le réflexe d'utilisation de la carte bancaire, il va falloir toucher un nombre important de clients. C'est aussi quoi de mieux qu'une banque ou qu'une compagnie d'assurance qui doit arriver sur le marché pour pouvoir toucher une population aussi importante. Je vous donne un exemple. L'année dernière, les compagnies d'assurance ont assuré quelque chose comme, je crois, en tout cas en ce qui nous concerne, près d'1 million de véhicules. Ça veut dire 1 million de personnes. Rendez-vous compte que s'il y avait eu 1 million de personnes qui avaient souscrit à leur assurance en ligne avec leur carte bancaire, imaginez à hauteur de 35 000 dinars à peu près, allez, on va dire 30 000 dinars en moyenne. 30 000 dinars par 1 million, on est quand même à 30 milliards de dinars. Rendez-vous compte que c'est ça que vous ramenez. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a aujourd'hui, je m'excuse, il y a beaucoup d'énergie parce que
Parce que la solution, elle est là, elle est devant nous. Aujourd'hui, si vous donnez cette possibilité à des entreprises, on ne fera pas 1 million de clients tout de suite. Mais si vous donnez cette possibilité à des sociétés d'arriver à rentrer sur ce marché, ce n'est pas faire de la concurrence aux compagnies d'assurance traditionnelles aujourd'hui dans notre pays. Non, c'est de lutter contre l'informel, de ramener l'argent de l'informel, de le faire rentrer dans les banques, d'augmenter la bancarisation et de fluidifier les flux avec une transparence totale et une traçabilité totale. Rendez-vous compte que c'est stratégique au niveau économique, au niveau politique, au niveau de la politique économique de ce pays, c'est stratégique. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez raison, il faut soutenir les startups. C'est un autre segment sur lequel il faut travailler. Absolument. Donc, sauf que le segment dans lequel je suis en train de vous parler, il faut y travailler maintenant. Tout à fait, tout à fait. Sans pour autant perdre de vue, en fait, la TPE qui mérite d'exister, les porteurs d'idées qui sont là, qui sont là et qui sont les entreprises de demain. Bon, il va repartir une deuxième fois. Non, évidemment. Micro, hein. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, aujourd'hui les startups sont financées par les VC ou par les business angels ou par la bourse qui peut les accueillir éventuellement. Bon, il n'y a qu'une femme qui peut séparer. Il n'y a qu'une femme qui peut séparer entre vous et elle se trouve au milieu. On va modérer. On est en train de construire un raisonnement. Non. Allez-y. C'est passionnel et c'est passionnant. Moi, je vais répondre à une question. Quelle est l'opportunité aujourd'hui? L'opportunité. Alors moi, je ne suis pas dans les fintech. Je suis une ancienne bancaire, mais surtout une gestionnaire des ressources humaines et une passionnée de la gestion des ressources humaines. Et Dieu seul sait qu'en Algérie, c'est une activité incroyablement intense. Notre sujet aujourd'hui sur la partie RH, l'opportunité, c'est la création d'emplois qualifiés. Et ça, c'est un vrai sujet. Création d'emplois qualifiés, aujourd'hui, nous n'avons pas de politique de l'emploi. Nous sommes un pays qui, je m'excuse, hein, mais c'est de la critique constructive, il n'y a pas de politique de l'emploi. On ne sait pas où on navigue à horizon 2025 ou 2030, peu importe l'échéance. Mais nous n'avons pas de politique de l'emploi actualisée qui soit en ligne avec les besoins du marché. Si aujourd'hui nous souhaitons être un État, une nation start-up ou fintech ou peu importe, hein, dans la production, dans l'automobile, peu importe l'orientation business qui est donnée sur les 30, 40, 50 prochaines années, il y a la partie business et elle se traduit en politique de l'emploi. Il y a 2 millions d'étudiants algériens. 2 millions, près, un petit peu plus, un petit peu moins, dans le réseau étudiantin, 2 millions d'étudiants algériens. Un nombre de chômeurs difficilement mesurable. Donc il y a de la main-d'œuvre, on est une population jeune, on ne cesse de dire que l'Algérie est un pays riche de sa jeunesse, et c'est vrai, c'est une jeunesse qui prend de l'âge et qui vieillit. On souffre de manque de qualification, de manque de formation. On souffre d'une législation du travail qui a 30 ans. Aujourd'hui, en tant que directrice des ressources humaines, je gère au quotidien avec des textes de loi qui datent des années 90. Et il ne s'agit surtout pas de dire qu'ils sont mauvais. Il faut rappeler qu'en Algérie, en 90, les textes, les réglementations du travail étaient quasi révolutionnaires. Mais 30 ans après, ils doivent Exactement. être updatés. Ce sont des réformateurs, il y a eu des avancées sociales incroyables. On est vraiment dans l'ère post-révolutionnaire. En 62, on hérite du droit du travail français. Tout est à faire, tout est à créer. On part vraiment de l'année 0. Puis petit à petit, années 60, 70, 80, on va commencer à innover. On arrive avec un corps législatif réglementaire dans les années 90 qui est mature, qui est ultra révolutionnaire pour son époque. En 90, pardon, entre autres, mais qui est arrivé aujourd'hui, en fait, c'est comme si en 30 ans, ça avait monté, mais à une vitesse incroyable. Et puis 90 à aujourd'hui, quasiment rien n'a changé. On régit les entreprises, la relation des employés, la politique formation, la relation sociale, avec des textes qui ont 30 années. Donc il y a un vrai sujet sur politique stratégique économique de ce pays. Où va-t-on sur les 10, 20, 30 ans? Et sa conversion en politique de l'emploi. On a une masse de jeunes brillants qui ne demandent que à s'épanouir. Où est la politique formation? Où est la politique sociale? Où est la flexibilité, l'agilité? Si on veut aller sur la fintech, ce n'est pas nos textes qui vont nous aider. Très bien. Il faut consacrer l'agilité, la flexibilité, pourquoi pas aussi, j'allais dire, l'innovation, comme on l'a fait il y a 30 ans. Et il y a un potentiel de créer des emplois qualifiés, parce qu'on parle beaucoup d'informels, de l'emploi, il y en a en Algérie, mais très peu ou très mal rémunérés, voire pas déclarés.
et assez peu qualifiés. Messieurs Messaoudan, dernière réaction avant de passer aux techniques. En fait, je réagis par rapport à ce qu'a dit Hakim, hein, Sophie. C'est, je dirais, entre l'innovation et le réglementaire, quel est le premier on ne peut pas mettre de la réglementation et ensuite chercher de l'innovation derrière, mais au contraire, c'est laisser la liberté de l'innovation, ensuite on cadre derrière, après retour du terrain, par un dispositif réglementaire. Actuellement en Algérie, hein, il y a beaucoup de transformation digitale qui se fait au niveau des entreprises algériennes. Et dans la transformation digitale, notamment dans le domaine des banques et des assurances, vous avez deux possibilités. Je vous rejoins que lorsqu'on veut aller vers une néobanque ou un insurtech, ce n'est pas les clients qui sont déjà au niveau de cette compagnie qui sont visés. C'est élargir un peu le spectre à d'autres clients qui ne sont pas bancarisés ou bien qui ne sont pas affiliés déjà à des compagnies d'assurance. C'est élargir un peu vers une gamme de clientèle qui n'est pas habituée à l'actuel. Dans les expériences qui se sont faites au niveau mondial, il y a des banques qui créent carrément une filiale néobanque. Pourquoi? C'est pour avoir d'autres clients qui ne sont pas déjà à son niveau. Elle se dit, ça ne sert à rien que je me transforme en néobanque. J'ai déjà mes clients, mais il y a d'autres clients que je dois quand même viser ou capturer. Et à partir de là, je crée ma néobanque. Il y a la même chose au niveau des assurances. Maintenant, pour faire évoluer la réglementation, c'est vrai, c'est partout dans le monde. Lorsqu'on a un modèle bien fait et bien, je dirais, développé et qui s'accommode et adopté, justement, surtout ça, adopté par, je dirais, notre culture, notre environnement, la réglementation, forcément, ça va suivre. Forcément, ça va suivre. On ne peut pas arrêter le progrès. Au niveau de géomonétique, pour développer l'écosystème, nous avons fait des appels à manifestation d'intérêt, la presse, pour dire voilà, voici l'écosystème et on veut faire de l'innovation dans les différents segments, dans les différents process pour faire évoluer les choses. Et là, c'est un appel à des start-up, à des fintech, à d'autres sociétés pour, je dirais, simplifier les process, pour permettre à des entreprises d'élargir sa gamme de clientèle et surtout d'avoir une inclusion financière en Algérie. Actuellement, nous sommes dans un pays continent et il est inconcevable qu'un Algérien, là où il se trouve, ne peut pas faire des opérations financières là où il est. Il doit faire quelques kilomètres, une vingtaine ou une centaine de kilomètres pour réaliser une opération. C'est anormal. C'est anormal. Il doit, là où il est, à travers d'un outil, à partir d'un outil, pourra souscrire une assurance, réaliser des opérations bancaires ou boursières à l'aise. Nous avons vu samedi passé, il y a eu l'annonce de la mise en place de la certification électronique et de la signature électronique. C'est un bon progrès. C'est un bon progrès. C'est une brique qui vient s'ajouter pour conforter la sécurité et conforter cette transformation digitale qui se fait. Et je pense que si on a toutes les startups et les fintech qui s'associent un peu à développer cet écosystème, forcément la réglementation va suivre. D'accord. Alors, on a plutôt axé sur le volet législatif depuis qu'on parle de cette fintech. Le volet technique, nous avons avec nous, je rappelle, le IT Chief Architect de Huawei Algérie, Monsieur Bastanji, Amir Mustafa. Comment se présentent les choses aujourd'hui, les outils, les services? Bonjour tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation. En fait, moi je suis très optimiste, même, je veux dire, même les jeunes, même les startups, parce qu'il faut savoir que le potentiel, il est là. Le client, moi je ne cherche pas, je ne fais pas la différence entre un client qui est déjà dans une banque et un client qui n'est pas dans une banque, mais en fait il faut savoir qu'il y a des nouveaux services qui viennent et on est obligé de s'adapter, parce qu'un client algérien n'est plus un client algérien avec une banque algérienne. Il peut acheter un service à l'étranger et le consommer en Algérie. Il faut savoir que c'est une mondialisation et aux banques d'aller saisir ces parts de marché. Il faut savoir que c'est une opportunité, les technologies pour les banques, et c'est une opportunité les startups, et les moyens technologiques, les applications, les technologies, les architectures, ils existent. Et il faut savoir que nos jeunes étudiants, nos informaticiens, ils sont déjà bien formés. La preuve, ils peuvent faire ces mêmes services, ces mêmes startups au service de banques
étrangères. Ils le font, ils se font payer soit en euros, soit ils partent à l'étranger pour le faire. Donc la compétence, elle est là. Il y a des formations qui se font, elles sont en ligne, elles sont gratuites. C'est vraiment, il y a l'accès à la technologie, c'est plus simple maintenant. Et il faut savoir saisir ces opportunités. Il faut aussi savoir que le domaine maintenant, ça a une avancée. Il y a les big data, l'intelligence artificielle, les clouds. Donc il faut aussi laisser la législation algérienne, il y a un retard sur le déploiement des clouds en Algérie. Et ça, c'est aussi une opportunité pour pouvoir permettre à des jeunes startups de ne pas investir dans l'informatique parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais d'utiliser et de louer des services quand on a le client, quand on a le service, on va acheter plus facilement le service IT. Donc c'est plus simple de le rentabiliser et plus simple d'avoir le prêt qu'il faut pour aller vite déployer ce service. Donc la technologie, pour moi, c'est une opportunité pour les banques pour se transformer et pour aller capter ces parts de marché qui existent vraiment. On peut citer les exemples. Il y a beaucoup d'Algériens qui achètent en ligne sur des Amazon, sur Alibaba et qui consomment des moyens financiers sur des banques qui n'existaient pas ici en Algérie. Ce n'est pas des banques algériennes, mais il y a des Algériens qui ont leur argent chez des banques étrangères, ils les utilisent en ligne, ils font du paiement, ils se font livrer. Et donc ça, c'est des parts de marché importantes qu'il faut aller rechercher. Et pourquoi pas, au lieu de chercher que le client algérien, vous avez l'opportunité, grâce aux technologies, d'aller chercher aussi des clients étrangers. Donc c'est vraiment une opportunité, il faut la saisir, les jeunes sont là, peut-être il faut une adaptation, des formations, mais ce n'est pas compliqué. La preuve, vous pouvez chercher, vous pouvez faire des appels d'offres et vous allez trouver beaucoup de jeunes qui peuvent innover et proposer des services qui ne sont pas très compliqués à faire. En fait, chacun va former comme un écosystème qui va être formé. C'est à vous d'ouvrir une part des bases de données, une part des données sur les clients, avec une sécurité bien sûr, mais aussi donner une facilité à créer des applications, chacun dans son domaine, et on va créer un écosystème très global et fournir aux citoyens algériens des services qui vont aussi faciliter la vie des citoyens algériens. Je donne un exemple simple. En plein Covid ou pas, les stations de service se ferment à 19h, 20h, 21h. Si on avait le paiement facilité, si j'ai une autorisation, je peux aller chercher, sans le pompiste, je peux aller remplir l'essence de ma voiture. Je peux ne pas tomber en panne. Je peux appeler avec mon téléphone. Si je peux payer par ma carte ou payer paiement mobile, je peux aller remplir l'essence et ne pas tomber en panne. C'est des choses simples, que ce n'est pas un service complexe, mais qui n'est même pas créé en Algérie. C'est qu'il y a des stations où il y a des cartes, mais ça ne fonctionne jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser, et ça, c'est dommage. Hakim Soufi, je vous sens un volcan aujourd'hui. Je ne sais pas, mais pas du tout. Je sens le feu. Non, j'utilise... tu me donnes une tribune et qui est écoutée, respectée et respectable. En plus, vous êtes en streaming et tout le monde vous regarde via les réseaux donc sociaux. c'est que du bonheur. Donc il y a beaucoup d'informations à passer. Vous connaissez tous Paysera. Tout ce qui est fait aujourd'hui en Algérie pour le paiement de services passe en règle générale par Paysera. C'est une banque lituanienne, je crois. Un truc comme ça. Pourquoi ça ne passerait pas en Algérie? Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas Mastercard, American Express, on n'a pas Union Pay, on n'a pas Visa. Non, il n'y a pas Visa. Il y a Visa sur les cartes. Mais il n'y a pas Visa en API sur les sites web des start-upers. Je n'ai pas la capacité aujourd'hui de prendre des API que je prends normalement en Europe ou ailleurs, que j'aurais pu si j'avais été une société là-bas, mais je ne les ai pas. Pourquoi? Alors on a demandé, on a fait le tour un peu des banques. Aucune banque. Ils sont en train de travailler avec Mastercard qui, ils essayent de trouver des formules, enfin bref. On est en 2021, Yanez. On est en 2021, il faut le dire haut et fort. Aujourd'hui, ces gens-là que vous voyez en face de vous, ils ont le devoir et ils ont le droit, l'envie et le devoir de changer, non pas l'Algérie, mais de changer le monde. Ceux qu'on est en train de voir qui sont venus à ton salon aujourd'hui veulent révolutionner tout ce qui est en train de se passer dans ce pays, tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se faire. Ce sont des gens qui sont capables d'exporter. Ils sont capables d'exporter le service. Aujourd'hui, il y a des problèmes de développeurs en freelance aujourd'hui qui ne passent plus par le circuit bancaire. Donc vous ratez du chiffre d'affaires en euros
et vous ratez du chiffre d'affaires en inclusion, j'allais dire, c'est-à-dire en export, on n'arrive pas à recevoir les fonds. Et quand vous devez rembourser, il y a toute une procédure. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que, il faut accepter que ce monde est en train de changer, il faut accepter de faire un audit. Et je vous dis, le nœud, c'est la réglementation. Il faut vraiment écouter les acteurs du marché. On est là pour discuter, pour construire quelque chose. Mais quand on liste les problèmes, il va falloir les régler. Et il va falloir les régler en donnant des deadlines. Il va falloir régler parce qu'on n'a plus le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un facteur d'urgence. Nous n'avons plus le temps d'attendre. C'est un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Pourquoi? Parce que l'Algérie doit aller vite. Je vous donne un exemple. On a parlé de blockchain. On est d'accord. La crypto-monnaie, on n'en parle même pas, puisqu'aujourd'hui, la crypto est interdite. C'est l'article 117 de la loi de finances 2018. Et à la limite, je vais vous dire, pas de problème. Bitcoin, vu la volatilité, l'Ethereum, etc., ce n'est pas la peine. Mais la blockchain en elle-même, est-ce que vous êtes au courant que la blockchain est un outil qui est capable de remplacer le système SWIFT et qui va le remplacer? Est-ce que vous êtes au courant qu'aujourd'hui, le passeport sanitaire dont tout le monde est en train de parler aujourd'hui en Europe est basé sur la blockchain? Et est-ce que vous savez, pour qu'on soit allé tranquille, qu'il y a des opérateurs en Algérie qui ont déjà monté des blockchains? Mais on ne les connaît pas. On les retrouve sur LinkedIn, on les retrouve dans l'underground. Or, aujourd'hui, pourquoi ils sont dans l'underground? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de venir à la lumière. Or, nous, les compagnies d'assurance, les banques, les fonds d'investissement, tout ça, ce sont des gens qui sont capables de les amener. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne les amène pas? Parce qu'on n'a pas de visibilité. Parce qu'on ne peut pas construire quelque chose. Vous m'avez dit à juste titre, la réglementation va s'adapter. Moi, l'appel que je fais aujourd'hui, ouvrez. Ouvrez. Juste ouvrez. Et laissez-nous faire sous votre haute autorité. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, il faut qu'on se rende à l'évidence. Il faut que tout le monde soit d'accord. Enfin, il faut que tout le monde soit... Enfin, moi, ma façon de penser, et que je veux exposer à tout le monde, c'est que tout ce que nous faisons en tant qu'Algériens... L'État est régulateur, on est d'accord. Non. Je ne parle même pas de ça. Je te dis que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous autres Algériens, va résonner dans l'éternité pour l'Algérie, pas pour quelqu'un d'autre. Donc, sous la haute autorité de l'État, et que les retombées en termes de communication vont retomber d'abord sur l'État, parce que c'est l'État qui a promu l'investisseur algérien. Et quand je dis l'investisseur, c'est les jeunes qu'on a vus qui ont emprunté de l'argent pour monter leur boîte, de leur famille, etc. Parce que quand un bonhomme vous met 1 million de dinars, il vient de sortir de la fac, et il vous met 1 million de dinars pour monter sa boîte, pour faire et qu'il y va, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui va voler. Hein. C'est quelqu'un qui veut construire sa vie dans son pays. Et puis une dernière chose, wallah, point de réussite. Non mais je vais être clair. Point de réussite en dehors de nos frontières. Je vous le dis avec beaucoup d'émotion. Point de réussite en dehors de nos frontières. Nous ne réussirons jamais à l'étranger parce qu'on ne sera pas chez nous. Alors on est condamné, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'optimisme, on est condamné à développer ce pays, qu'on le veuille ou non, et il va falloir le faire, parce qu'aujourd'hui, quand même, être le pays le plus grand d'Afrique et avoir derrière que 3 entreprises au Kenya qui vous montrent 380 millions de dollars, moi, je n'ai pas dormi. Moi, quand je l'ai appris, je n'ai pas dormi. 380 millions de dollars entre 3 entreprises au Kenya. Et nous? Et nous dans tout ça? Alors qu'aujourd'hui, vous avez des compagnies d'assurance qui font dans les 10, 20, 30, 40 milliards de dinars de chiffre d'affaires en restant traditionnel. J'ouvre dans le cadre du dispositif d'aide et d'appui aux startups. Je fais rentrer les startups, on les limite. On leur dit, vous ne faites que cette activité, l'automobile. Vous ne faites que l'assurance voyage SID. Mais qu'on les laisse y aller. Parce que si vous avez remarqué, ce sont les activités réglementées. Ce sont les activités réglementées qui sont les plus importantes en termes de chiffre d'affaires. Et donc les plus rentables. Laissez-les rentrer là-dedans. Et plus il y aura d'acteurs sur le marché, plus il y aura d'émulation, plus il y aura de transparence et plus il y aura de la captation du marché informel. J'avais dit que vous étiez un volcan aujourd'hui, je ne me trompe pas. Wallah. Hein Ben Meloud, une question? Je vais encore développer son ardeur. Oui. Alors, Monsieur Soufi, à quand la cyberassurance?
À quand l'assurance des produits de protection des données personnelles de l'entreprise? Alors, madame. Que nous perdons subitement suite à une panne d'électricité et que tout s'en va. D'accord. Jusqu'à présent, il y a le hard qui a été... Bien sûr. Mais jamais les données de l'entreprise. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a dans les conditions générales des compagnies d'assurance dommages ce qu'on appelle la perte de données informatiques, hard et soft? Mais il faut l'évaluer. Mais ils le font pas. Ils le font. Ils le font, madame. Nous, personnellement, nous, on le fait. Perte de données informatiques, on le fait. Sauf que la vraie problématique, elle n'est pas là. Sauf que le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est que comment vous allez évaluer une perte de données informatiques. C'est pour ça que les gens, par exemple, de Realistic, qui étaient là tout à l'heure, aujourd'hui, vous leur avez posé la question, à juste titre, ils entourent les sociétés. Mais il y avait une question qui avait été posée, que tu avais posée, où tu disais comment pousser les entreprises à s'intéresser à la cybersécurité dès le départ. Il y a une réponse, madame. Une. Est-ce que vous êtes au courant qu'un ERP ou qu'un système d'information est dans le haut du bilan? C'est-à-dire qu'il rentre dans la valeur de la société. Quand vous avez des licences, ça rentre dans la valeur de la société. Quand vous avez une politique sécurité, c'est ça qu'a voulu dire Maître Ben Miloud, c'est quand vous avez une vraie politique de sécurité, ça rentre dans la valorisation de votre entreprise. En bourse, par exemple, quand on prend ce type de données... C'est un critère. C'est un critère qui informe les futurs actionnaires et les futurs détenteurs de la valeur de la société. Et de la solidité de l'entreprise. Donc, pour répondre à votre question, ça existe, mais aujourd'hui, allez trouver les experts qui vont vous expertiser au juste niveau. Et deux, on a le fait de mettre en place des services de cybersécurité avant de parler de couverture en cybersécurité. Très bien. Il reste un quart d'heure avant d'entamer le prochain panel. Alors, Hakim Soufi a jeté des pavés dans la mare, pas un seul. Donc, j'imagine que vous avez plein de choses sur lesquelles vous souhaitez réagir. Mais c'est bien, c'est le sens même du débat, au contraire. Des clients comme lui, moi, j'en veux des dizaines. Allez-y. Hakim est animé par une envie, en fait, de changer les choses, je le comprends. On partage tous un peu cette frustration quelque part, hein, parce que quand on voit les capacités réelles du marché, des Algériens, des jeunes notamment, on voit que parfois ils attendent un start-up, je ne sais pas comment, ils attendent le départ pour essayer d'émerger, mais on parle souvent aussi de la start-up, bon, FinTech fait partie de cela aussi, c'est une des activités sur lesquelles beaucoup travaillent. Je pense aussi que la transformation notamment des grandes entreprises passe aussi par là. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les grandes entreprises aujourd'hui, chacune dans leur secteur, doivent développer aussi des FinLabs pour pouvoir en fait ramener ou pousser des jeunes en fait à réfléchir sur des solutions. Par exemple, parlant de la FinTech, donc InsurTech, c'est des banques, les boîtes d'assurance, etc., doivent créer ces FinLabs où ils pourront effectivement expérimenter certaines solutions qu'ils pourraient éventuellement mettre sur le marché. Ça peut se faire aussi de la même façon au niveau des autres secteurs. Je sais que par exemple, dans le secteur des transports, il y a c'est carrément un incubateur qui est en train sur lesquels beaucoup d'entreprises travaillent. Donc ça aussi, c'est un élément important parce que je vois dans ce que je rencontre beaucoup de jeunes entrepreneurs, de jeunes start-upers, ils ont des solutions intelligentes qui sont à forte valeur ajoutée, mais parfois, s'ils ne trouvent pas en fait des débouchés, leur business model risque de ne pas en fait aboutir. Ce qui fait que ces grandes entreprises doivent aussi les soutenir en leur donnant peut-être aussi leur garantir un plan de charge pour qu'ils puissent en fait travailler. Parce que lever des fonds pour réaliser une solution, et puis après, s'ils ne trouvent pas de débouché, l'entreprise va disparaître. Ça, c'est clair. Donc, je reviens un peu à la stratégie dont vous parliez tout à l'heure. C'est effectivement une stratégie dans tous les secteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie va transformer de manière, on va dire, globale le marché de l'emploi. Beaucoup de métiers vont disparaître. Hein. Le métier classique, pour rester dans notre thématique, les néobanques et les insurtech vont menacer, entre guillemets, le vrai travail des banquiers. Donc il n'y aura plus de banquiers au sens qu'on connaît aujourd'hui. Donc costard cravate, ça ne sera plus ça. Ça sera
donc un automate avec plutôt une solution, un algorithme avec lequel vous allez travailler. C'est la même chose. Donc toutes ces révolutions aussi doivent pouvoir aussi être accompagnées pour permettre en fait à tout ce beau monde aujourd'hui, parce que si on prend le secteur bancaire, le secteur des assurances qui emploie énormément de personnes, on va avoir sûrement de la résistance au changement. Et ça, c'est un élément que souvent on oublie. On parle de technologie, etc. Mais si ces solutions technologiques ne sont pas acceptées ou ne sont pas en fait prises à bras le corps par l'ensemble je parle des salariés, de tout le monde, eh ben, on risque de ne pas, on va pas aboutir dans les délais qu'on veut. Ça va, donc, si on parle de délai, ça va encore en fait augmenter la facture parce que c'est des coûts. Donc tout ça aussi, il faut pouvoir les prendre en charge. Donc, je suis entièrement d'accord pour dire qu'il faut des stratégies dans tout ça, et c'est des stratégies aussi qui soient intelligentes, innovantes, pour en fait arriver à bon port très rapidement, n'est-ce pas, Hakim? Soria Roumi. Oui, merci. En effet, des stratégies, je rebondis sur une chose, c'est la résistance au changement. Alors, la résistance au changement, on en fait beaucoup de cas, on n'a pas des gènes d'un peuple plus résistant, moins résistant, sauf qu'on est en guerre, au changement dans le milieu professionnel. Et la résistance au changement, ça fait partie du process de changement. On a souvent l'impression qu'un changement, soit on l'accepte immédiatement, soit on le refuse immédiatement. Ce sont des étapes. Et on regarde des expériences ailleurs, ils ont trouvé un autre système un peu hybride. La résistance au changement, lorsque c'est une solution qui vient de l'extérieur, elle peut susciter effectivement des difficultés en matière d'intégration. Mais on parle plus de solutions intégrées au schéma classique. Avant d'aller sur les néobanques, qui sont des banques totalement dématérialisées, qui ne sont même pas des banques traditionnelles aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, ça a été d'abord des banques traditionnelles avec un bras digital plus ou moins digitalisé. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas, et les vraies néobanques, elles sont from scratch, elles viennent des télécoms, on en parlait d'ailleurs. Et il y a le statut intra-entrepreneur qui est très intéressant à suivre en Europe, où en fait, on fait participer en fait tous les acteurs de cet écosystème. Les entreprises qui ont à la fois le plan de charge et les financements, et puis de l'autre côté, des startups, c'est un peu le mot à la mode, on va dire des initiatives d'entrepreneurs plus ou moins petits. Hein. Une startup, ça peut être deux développeurs, comme ça peut être une équipe de 50, 100 personnes. Et d'intégrer en fait cette capacité à entreprendre au sein même de l'entreprise, où on a des salariés qui ont un statut d'intra-entrepreneur, c'est-à-dire que tout en étant salariés de leur entreprise, ils vont développer eux-mêmes des solutions en tant qu'indépendants, hein, des solutions bien sûr dans le secteur d'activité dans lequel ils exercent, et dans lequel leur employeur va récupérer cette solution, mais dans un rapport commercial. Le salarié est payé pour sa charge de travail, mais en tant qu'intra-entrepreneur, il va dégager pendant 18 mois, et c'est assez encadré, hein, donc ce n'est pas un statut bricolé, informel, où on ne saisit pas les contours, où on n'a pas l'impression que c'est gagnant-gagnant. Pendant 18 mois, ils vont avoir un aménagement de leur temps de travail et de leur charge, et ils vont pouvoir travailler seuls ou à plusieurs, avec d'autres collègues, sur des développements de solutions, avec parfois même les moyens de leur employeur, et l'entreprise va acquérir cette solution-là. Donc ça, c'est vraiment un système hybride, et un autre paradigme qui serait intéressant aussi d'avoir, parce que le frein aujourd'hui, on le voit bien pour les petits entrepreneurs. Quand je dis petits, c'est par le nombre, on va les appeler start-upers, c'est vraiment et l'accès au financement et l'accès au plan de charge. Il y a des initiatives avec des incubateurs, etc., qui mettent en relation, qui aident, qui cooptent. Mais c'est insuffisant au regard du potentiel que l'on a chez les jeunes start-upers et du potentiel de services qui peuvent être adaptés, intégrés à nombre d'entreprises, que ce soit des entreprises, des multinationales, que ce soit des grands groupes privés algériens, qui ont excessivement besoin de rafraîchir leur process, d'avoir des nouveaux... des modèles de relations clients, des circuits de distribution en interne différents. Donc il y a un vrai créneau, et je le disais tout à l'heure, on est resté quand même dans quelque chose de très binaire. Soit on a ou on n'a pas, c'est légal ou c'est informel,
c'est un statut de salarié ou de consultant, mais il y a aussi d'autres modalités qui sont des systèmes hybrides où on peut être gagnant-gagnant, à la fois favorisant les initiatives individuelles qui sont souvent bloquées par le manque d'accès aux ressources et aux plans de charge, et de l'autre côté, des entreprises qui ont cruellement besoin de se mettre à niveau rapidement et avec des coûts, on n'a pas parlé des coûts, mais des coûts qui sont extrêmement attractifs. Vous prenez aujourd'hui un SIRH à 600 000 € basé à Bucarest, vous avez une équipe de développeurs algériens qui vous fait quelque chose d'extraordinaire à 600 000 dinars. Donc on a en termes d'opportunités, on ne met pas suffisamment cela en avant. Il s'agit bien sûr de rémunérer, je parlais de l'emploi qualifié, mais il faut aussi rémunérer de manière qualitative. Et ne pas considérer que parce que c'est jeune, c'est nouveau, on va dépanner, puis on va avoir au rabais. L'innovation, ça demande de l'investissement. Et ça peut être une source d'économie et de permettre à des entreprises d'acquérir de la nouvelle technologie à des coûts qui sont hors compétition avec ce que l'on a à l'étranger. Donc soit on va condamner les entreprises à continuer à faire appel à des solutions à l'étranger en devises payées soit légalement par le circuit bancaire ou par d'autres biais, soit courageusement on essaie de sortir un peu de ces schémas traditionnels et on prend le risque d'investir sur de la ressource locale qu'on va intégrer partiellement ou totalement à des coûts très intéressants, qu'on va booster, qu'on va mettre en relation à l'international aussi. Donc il y a aussi ce champ-là et la remarque de monsieur me permet de revenir là-dessus et c'est important pour moi. Très bien. Merci. Alors, dernière question et j'ai vraiment envie que vous soyez bref là-dessus. Il reste à peine 5 minutes. On a bien compris qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limites, en tous les cas pour la FinTech. Ça évolue tellement vite. Est-ce qu'à votre avis, vraiment, les mentalités ont changé post-Covid ? On se rappelle que cette histoire de paiement électronique était un peu du charabia pour certains commerçants. Aujourd'hui, tous veulent se doter d'un TPE, parce que la loi l'oblige, parce qu'on leur donne une limite jusqu'au 31/12. Est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui les choses ont changé et qu'on va forcément, inéluctablement vers ce scénario-là? Rapidement, s'il vous plaît, un dernier mot. Je vais commencer par dire, ce qu'on remarque, c'est que chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire qu'effectivement, lors de la pandémie, lorsqu'on était vraiment au pic, là, il y a effectivement beaucoup on sentait un changement en fait, de comportement, mais là, dès que les choses commencent en fait, à se tasser, on a tendance en fait, à revenir aux anciennes habitudes. C'est pour ça que je dis, par exemple, l'utilisation de la carte, par exemple, pour parler d'incitation, l'idée, par exemple, de dire aux commerçants aujourd'hui, parce que moi j'ai vu des commerçants, lorsque je demande la carte, il me dit elle ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas le réseau, ou bien c'est lui-même, moi j'ai vu, il avait débranché pour me dire elle ne marche pas. Donc si on le disait à ce bonhomme-là, et je comprends aussi son inquiétude, parce qu'il se dit après je vais payer des impôts. Parce qu'il y a la traçabilité. Oui, c'est de dire que tout le chiffre d'affaires réalisé par paiement par carte, soit vous êtes exonéré pendant 3 ans, soit vous dites de toute façon vous avez une réduction d'impôt par exemple. Ça pourrait effectivement, lorsque vous allez payer, c'est lui-même qui va demander à ce que vous utilisiez la carte. Et c'est comme ça que nous pouvons le faire. Et puis après, je dirais, c'est une responsabilité de nous tous, à titre individuel ou autre. Moi, quand je vais dans un marché, je fais mes achats, je demande toujours est-ce qu'il y a possibilité de payer par carte. Donc parfois aussi, nous sommes responsables pour d'inculquer et inciter, parfois ils ne le savent pas, et de pousser en fait le commerçant et aussi le consommateur à l'utilisation. D'accord. Oui, le tour de table rapide sur ça. Alors, je vais uniquement apporter une précision, c'est que par rapport au post-Covid, si on peut considérer post-Covid, c'est que beaucoup de commerçants maintenant ont pris conscience qu'il faut qu'ils s'adaptent à ce qui est développé comme technologie. On a recensé beaucoup de demandes de TPE, beaucoup de demandes de se raccorder au paiement par Internet, parce qu'ils savent que le marché est en train de muter vers des commerces en ligne, vers de la vente en ligne, et s'il reste tel qu'il est, il ne pourra pas, demain, il risque de disparaître même, parce que les autres vont prendre les clients, les autres commencent à vendre en ligne, à payer en ligne, à faire payer en ligne, et c'est des clients qui, je dirais, mutent d'un système classique vers ce nouveau système.
Il y a une prise de conscience des commerçants demandent de faire à mesure. D'ailleurs, on a vu à travers des réseaux sociaux où beaucoup de commerçants vous disent « Moi, j'ai approché toutes les banques pour avoir un TPE, je n'arrive pas à avoir un TPE. » Par exemple, j'ai beaucoup de clients qui disent « Nous avons demandé des cartes, certes. » De l'autre côté, pour tout ce qui est grande entreprise, il y a un deuxième point, c'est qu'il faut savoir que lorsque vous injectez une couche de paiement électronique par carte, ça impacte tout le système d'information interne de l'entreprise. Quand vous avez une grosse entreprise qui fait un peu de la vente de produits ou de services, ce n'est pas simplement d'ajouter une couche de paiement et ça va fonctionner. C'est intégrer tout le flux de paiement dans leur système d'information et on se retrouve actuellement dans certaines entreprises, ça leur prend énormément de temps de faire un peu intégrer le paiement dans leur système d'information. C'est facile d'installer un TPE et un peu de démarcher des clients pour payer par carte bancaire. Le plus difficile, lorsque vous allez recevoir les flux financiers à travers votre banque, sur votre compte, comment vous allez intégrer toutes ces informations dans votre système d'information, reconnaître celui qui a acheté, celui qui a payé sa facture, celui qui n'a pas payé, ainsi de suite. Maintenant, il y a un effort qui est en train de se faire parce qu'on a vu, ce n'est pas comme ça installé et ça va fonctionner. Il y a beaucoup d'impact sur les systèmes d'information de la banque, sur les changements. Vous avez des comptables qui sont, entre guillemets, avec mes respects pour les comptables, là, qui sont dans une zone de confort où ils sont habitués à des process bien déterminés. Vous allez leur dire, écoutez, dorénavant, ce n'est plus la feuille rose ou la feuille bleue ou je ne sais pas, mais ça sera d'un flux électronique. Il y a un accompagnement, un changement pour ça. Et ça prend du temps. Belabes Hosni. Je dis un petit mot juste, le changement tel qu'on le souhaite n'est pas encore là. Post-Covid, on n'est pas en train de parler d'un changement assuré à 100% tel qu'on l'aurait souhaité. Mais la tendance positive, elle y est. Citoyens qui consomment la large gamme offerte, entre guillemets, pour éviter de faire la queue, pour payer sa facture d'électricité, de gaz, d'eau, tout ça, le quotidien. Bon, il y a une tendance positive pour améliorer, mais derrière, il y a un aspect culturel, il y a un aspect technique à gérer aussi. L'aspect culturel, ça ne fait pas longtemps, on se bagarrait durement à la banque pour placer une carte CIB. Il y avait un sérieux effort pour placer des TPE auprès de commerçants qui vous dit la ligne téléphonique n'est pas opérationnelle, c'est un quartier qui est isolé, la câblerie d'Algérie Télécom n'est pas opérationnelle à 100% comme on l'aurait souhaité, etc., etc. Donc il y a un effort commercial, éducatif à déployer, il y a un effort technique à déployer également. La supervision, la stratégie, tout à l'heure, M. Soufi parlait de stratégie, oui, la stratégie au sens large du terme doit être complétée et doit être en fait touchée du doigt pour en fait en faire bénéficier le quotidien en tant que tel. Voilà à peu près ce que je voulais dire par rapport au changement. Je laisserai Hakim Soufi en dernier, je sais pourquoi. Monsieur Bostanji. Pour moi, le post-Covid, on n'a pas assez profité en fait du Covid. Si je peux dire ça, une mauvaise phrase, mais bon. Mais on n'a pas vu beaucoup de changements. Comme vous dites, en écoutant les interventions, on a toujours les petits problèmes du réseau, les problèmes du changement à l'intérieur de l'entreprise ou dans l'esprit du commerçant ou du client. Mais en fait, il faut le dire, ça c'était, je ne vais pas dire des faux problèmes, mais des problèmes très très facilement gérables s'il y a une volonté réelle de faire cette transformation. Parce qu'en fait, le client, quand il est bloqué chez lui, il ne peut pas avoir de la nourriture pour manger ou les médicaments parce qu'il n'y a pas le réseau, parce qu'il n'y a pas le paiement en ligne. C'est un peu triste à dire, c'est pas normal. Des gens qui sont en bonne santé à l'intérieur de leur maison parce qu'il y a un danger dehors, on n'a pas pu, tout le monde peut le faire, mais nous, on n'a pas pu avoir la nourriture chez nous. Le livreur ne se fait pas payer, il vient, mais après, il nous donne de l'argent, on lui donne une monnaie. C'est comme s'il y a ce contact que peut-être d'autres pouvaient éviter, et nous, on est resté comme ça. C'est dommage. Les jeunes sont là. Je pense que le client, il est peut-être pas obligé, mais il y a beaucoup de clients qui sont très à l'aise avec les nouvelles technologies, le mobile, tout le monde a un mobile, tout le monde sait s'en servir, tout le monde a Facebook, tout le monde paye en ligne.
Et quand on arrive chez le commerçant algérien, on redevient peut-être jamais un mauvais utilisateur de technologie. Moi, je vois qu'il y a un vrai travail à faire, mais il faut le faire sérieusement parce que le monde, il est comme ça. On est obligé de s'adapter, obligé, ce n'est pas un luxe, on est obligé de s'adapter. Il faut mettre les bons moyens et vraiment les vrais moyens parce qu'on est en 2021 et on est très en retard en fait. Il faut aller très vite, il faut faire les choses comme il faut. Soraya Roumi, votre sentiment rapidement. Enfin, moi, tu le sais, je suis une optimiste par obligation. Il faut regarder le verre ou à moitié vide ou à moitié plein. Il est évident que la situation est très loin de nos attentes. Ça, c'est certain. Je pense qu'en toute honnêteté, personne ne peut dire le contraire. On sait qu'on a tout le potentiel qu'on pourrait, qu'on aurait pu. Donc ça, c'est certain. Un point qui est le phénomène de sélection naturelle. Ceux qui ne changeront pas ne survivront pas. Et ça, même si l'Algérie est un pays avec énormément de caractéristiques très spécifiques, on ne dérogera malheureusement pas à cette règle universelle. Donc, ceux qui ne changeront pas, qui n'évolueront pas, ne survivront simplement pas. Dans 10 ans, dans 20 ans, le tissu changera très probablement, on n'aura pas forcément peut-être moins les mêmes acteurs, etc. Donc ça, c'est une règle, j'allais dire, qui me pousse à être cet optimiste très, très engagé. Et une autre chose, c'est, j'allais dire, une philosophie de vie. Le changement, soit on le drive, on le prend et on en tire profit, on a suffisamment cette intelligence pour en tirer profit, soit on le subit. Et on le vit quotidiennement, et les entreprises ne dérangeront pas la règle, le marché de l'emploi non plus, le niveau des compétences, ceux qui sont les plus qualifiés, les multilingues qui se forment en permanence, peu importe leur âge, qu'ils sortent de l'université, de l'école, ou qu'ils aient 60 ans, qui permanence se forment et se maintiennent à niveau. C'est ceux-là qui survivront à la nouvelle économie. Puis le reste, malheureusement, ce sera dans la case perte et profit, à notre grand regret. Je laisserai le volcan se terminer. Est-ce qu'il va ressurgir, il va se calmer? Non, je rigole. Tu connais toute la sympathie que j'ai pour toi. Ah bah oui, évidemment, moi aussi. Alors, on va faire juste un petit postulat. Le Covid-19 a permis... Le micro. Vous l'accrochez, voilà. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Alors le Covid-19 a permis un bond de 7 à 10 ans en termes de transformation digitale à travers le monde sur l'ensemble des organisations. Ça a coûté cher, mais ils étaient obligés et l'humanité s'est adaptée vis-à-vis de l'utilisation de ces nouveaux outils. 2, je rebondis sur les histoires de cartes. Comment voulez-vous qu'un commerçant prenne un TPE si à la base il sait pertinemment qu'il va avoir les mêmes taux d'imposition, que ce soit par la carte ou par le cash? D'autant plus que le cash, on peut éventuellement le mettre de côté. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre des mesures courageuses. Incitatives. Courageuses parce que ça frappe. En anglais, vous savez comment on appelle ça? On appelle « we bang the market ». Bang the market, ça veut dire choquer le marché. Donc prendre des mesures. Dire par exemple, il n'y a pas de honte à dire si vous payez vos achats par carte, c'est 1% de TVA. Je donne un truc comme ça. Il faut qu'à un moment donné, mais par contre, si vous les payez en cash, ça va être du 18, du 19, du 20, du 22, ou que sais-je encore. Mais c'est à la source. Ça doit pousser les gens, sans avoir à légiférer dessus, sans avoir à obliger ou ou faire de la pression sur les individus. Aujourd'hui, on est dans une ère où on adhère aux choses. Il faut fédérer l'ensemble des acteurs du marché. Un autre exemple, il faut absolument, à mon sens, avoir des géants du numérique à notre petit niveau, mais avoir des géants du numérique dans notre pays. Vous en avez en Algérie, je vous prends un exemple, Wetknis. Wetknis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Google qui vous dit qu'elle vaut, en termes de base de données, elle vaut quelque chose comme 200 millions de dollars. Or, aujourd'hui, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas la capacité de devenir un PayPal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, dans la loi, ils n'ont pas le statut de tiers de confiance. Donc, quand je liste les problématiques et que je vois le potentiel que ça peut me faire, je me dis, la solution, elle est là. 3, lancer, ouvrir, débloquer tous les goulots d'étranglement qui existent.
Ça, c'est ce que je vous dis ici. Mais en toute sincérité, si on a parlé de beaucoup de choses, mais tout ça doit s'inscrire calmement, sereinement, dans une stratégie. Et cette stratégie, moi, ce que j'aime bien, pour moi, les stratégies, en règle générale, je les repose sur quoi? Je les repose sur les méthodes de conquête romaines. C'est quoi les méthodes de conquête romaine? C'est qu'ils ont des légionnaires qui sont 1. Équipés, 2. Disciplinés, 3. Entraînés, 4. Dans un camp fortifié, c'est-à-dire qu'ils sont défendus. Si vous prenez ces 4 éléments et que vous avez la capacité d'adapter ça à vos troupes, parce que vos troupes, je vais vous dire, nous et l'Algérie, c'est 1. On ne fait qu'un. Donc, quand on arrivera à avoir cette façon de penser, et quand on se dira que maintenant on va faire front commun pour aller vers l'évolution, et quand on dit que voilà, ça a été fait, ça a été libéré, allez-y. Aujourd'hui, moi je vais vous dire la vérité, je préfère avoir 200 compagnies d'assurance qui me rapportent au trésor public, qui déposent en caution au trésor public 10 millions de dinars, que d'avoir 2 entreprises qui me ramènent 3 milliards de dinars. Très honnêtement, hein, parce que je sais que ça va être de la croissance, ça va être de l'émulation, ça va être de la communication. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut de l'énergie. Il faut libérer les énergies. Ce n'est pas « release the Kraken », ce n'est pas libérer le Kraken. Non, mais je vous dis, faites confiance. Arrêtons de dire on est coupable jusqu'à que nous-mêmes on prouve notre innocence. Non. Par nature, l'homme aime la réussite. Et par nature, ce pays a toujours réussi. Tous les problèmes qu'on a eus, on les a dépassés. Il y a toujours des problèmes que l'on doit dépasser. Mais cette fois, vraiment, sincèrement, les solutions sont là. Elles sont devant nous. À nous de mettre les clés dans la serrure, ouvrir cette porte et cette voie vers la réussite, parce que nous la méritons, peut-être même plus que tous les autres peuples du monde entier. Merci beaucoup. Applaudissements pour ce panel passionné et passionnel. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Et nous passons au dernier panel de la journée. Attention, c'est très